Grande femme, petit format, micro-salon 1974, une exposition de 99 artistes femmes. Iris Claire déclare dans son autobiographie que son beau-père, Horace, voulait, je cite, « faire d'elle une bonne petite ménagère. Dans son idée, la femme était faite pour rester au foyer. » Ainsi, Iris Claire grandit dans une société patriarcale où les femmes étaient conditionnées à passer de l'autorité paternelle à celle d'un mari. Mais c'est après avoir endossé, je dirais, le rôle stéréotypé de la parfaite petite bourgeoise au foyer et mère de famille des années 50 qu'elle prend d'abord la décision de divorcer de son mari, Claude Claire, puis celle d'exercer donc la profession de directrice de galerie d'art contemporain. Dès les premières heures de ses activités, Iris Claire dut s'imposer dans un milieu de l'art très largement dominé par les hommes, tout en étant confrontée en permanence aux regards et aux remarques d'une société qui, dans son entièreté, blâmait toute femme indépendante qui travaillait avec des hommes. En dépit d'avoir souffert de la rumeur publique, la promenant successivement dans les bras de tous ces artistes, et d'avoir été réduite et dépeinte par Pierre Restany sous les traits, je cite, du sigisbé femelle du monochrome, la bonne à tout faire du génie, sous-entendu Yves Klein, Iris Claire parvint à survivre, je dirais, à la misogynie prégnante de son époque. Par conséquent, on peut considérer que son parcours s'inscrit singulièrement dans une histoire de la représentation de la libération des femmes. En effet, les années 70 de la galerie Iris Claire se confondent sensiblement avec le moment de l'élaboration d'une histoire de l'art féministe, avec pour exemple manifeste donc l'organisation de son micro-salon 1974, Grande femme, petit format. Alors en mai 1974, le petit journal de Vogue consacre un numéro spécial à Iris Claire sous le titre « Une provocatrice qui s'explique », dans lequel elle revient sur ses près de 20 années de carrière de galérienne, comme elle aimait à se définir, en évoquant ses premières découvertes artistiques dans sa galerie de la rue des Beaux-Arts entre 1956 et 1960, avec des artistes comme Yves Klein, Jean Tinguely, Armand, René Brault ou encore Takis, puis celle donc de sa seconde galerie du 28 rue du Faubourg Saint-Honoré, qu'elle va diriger entre 1961 et 1971, où elle va révéler entre autres Ad Reinhardt, Léon Goloub, Harold Stevenson, Lucio Fontana, Gaston Chessac ou encore Nicolas Garcia Uriburu, tout en abordant sa situation actuelle, employée par la Maison Christophe comme animatrice de la Galerie de l'Objet, 12 rue Royale, tout en poursuivant parallèlement ses activités de galeriste dans son appartement de la rue du Faux et dans sa galerie itinérante, son poids lourd culturel, un Stradaire de la marque Berlier, entièrement transparent, transformé en espace d'exposition décentralisateur, qui répond aux préoccupations et ambitions des politiques culturelles d'alors. Alors à la fin de l'article de ce journal de 4 pages, illustré de photographies de vernissage et de reproductions d'œuvres, celle désignée en première de couverture pétroleuse de l'avant-garde, annonce dans un élan d'enthousiasme, je cite, « Pour la fin de juin, je prépare un nouveau grand coup. Grande femme, petit format, un micro-salon de petites œuvres uniquement réalisées par des artistes femmes. » Alors de cette manifestation, organisée du 25 juin au 20 septembre 1974 à la Galerie de l'Objet, 12 rue Royale à Paris, demeure un catalogue d'expositions, mais également une série de photographies. Alors ces dernières comprennent des images de l'accrochage et du soir de vernissage. Donc les quelques prises de vue de l'installation des œuvres dans la Galerie de l'Objet laissent apprécier un accrochage rythmé qui oscille apparemment entre espaces aérés et plus chargés, en alternant et en conjuguant
parfois sur des simèses, accrochage à différents niveaux d'œuvres sur support plane et souvent encadrés, dessins, collages, peintures, photographies, œuvres textiles, et d'autres en volume, disposés sur des étagères aux plateaux vitrés, eux-mêmes accrochés à différents niveaux, sans oublier de remarquer également que des œuvres furent aussi posées à même le sol. Alors le tout est unifié par la neutralité des fonds blancs et par le traitement sophistiqué de l'éclairage au moyen de spots réglables, créant des ombres avec certaines sculptures. La diversité des formes, des langages, des techniques et des textures des productions exposées dans des vitrines peut, dans une certaine mesure, rappeler l'ambiance visuelle des cabinets de curiosité. Alors, les photographies du vernissage donnent à voir une assemblée de femmes et d'hommes au sein de laquelle apparaît à plusieurs reprises Iris Clair, son habituel sourire aux lèvres, en conversation avec les unes, les uns et les autres. On reconnaît d'une image à l'autre de nombreux artistes, parmi lesquels Roy Hatzak, Bella Raftopoulou, Cheng Ying-Te, Marie-Josée Servant, et devant son œuvre, Ce que femme veut, Dieu le veut, Annette Messager, puis Charlet Gottfarb, un verre à la main, fait face à un invité qui ouvre à l'instant même la page qui lui est consacrée dans le petit catalogue de l'exposition. Alors celui-ci se présente sous la forme d'un livre de 104 pages, réalisé d'après une maquette composée par Iris Clair. D'un format atypique, quasiment carré, il présente en première de couverture, sur un fond uniforme violet, le titre en lettres majuscules, Grande femme petit format, traduit en italien, en anglais et en allemand, disposé de telle sorte, aux 4 extrémités de page, que chacun apparaît comme l'un des côtés d'un cadre. L'on peut lire sur la première page qu'il s'agit du micro-salon 74 et qu'il est composé de 99 exposantes. Alors il faudrait ajouter aujourd'hui une 100e, Louise Barbu, rencontrée par Iris Clair durant la préparation de l'exposition et qui lui proposa d'y participer même si le catalogue était déjà sous presse. Sur la seconde page, un texte de présentation de l'exposition est titré « Des femmes, des femmes, des femmes » et est signé Iris Clair, j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. L'ensemble des pages suivantes est consacré aux 99 artistes exposés, alors non pas à partir d'une représentation de l'une des œuvres exposées et d'un texte succinct d'explication, comme il est généralement d'usage, mais sous la forme d'une carte d'identité arrangée, comprenant un portrait ou autoportrait photographique de l'artiste, puis sous cette image reproduite en noir et blanc, le prénom et le nom de l'artiste, suivi de la mention du signe astrologique, parfois de l'ascendant, et de la nationalité. Enfin, occupant l'intégralité de la 4e de couverture, un portrait photographique d'Iris Clair, imprimé à l'encre violette. Alors peu conventionnel et à l'image de la commissaire de l'exposition, ce catalogue synthétise bien des aspects, des modes de pensée de la galeriste. Il est un véritable offertoire visuel de son intérêt plus pour les individus, plus que pour les œuvres, de ses préoccupations astrologiques et de la dimension internationale de sa galerie. Alors pour revenir désormais à l'exposition, en fait elle s'inscrit dans une continuité de la programmation historique de la galerie en adoptant cette formule qui a été inventée par Iris Clair en 1957 du micro-salon, à savoir présenter un maximum d'œuvres de petit format dans n'importe quel espace d'exposition possible, allant de la galerie traditionnelle à une chambre d'hôtel ou encore sur un bateau. Mais ce qui différencie significativement le micro-salon 1974 des autres qu'Iris Clair a pu organiser tout au long de sa carrière demeure d'être ici délibérément consacré
exclusivement à rassembler des œuvres réalisées par des femmes. Alors, au regard de la liste des participantes, il convient de remarquer d'abord le caractère transgénérationnel, puis la diversité des orientations stylistiques mises en relation. En effet, se côtoient les noms d'artistes de veine figurative, comme Marie-Josée Servan, Eva Epli, Léonore Fini, mais aussi ceux de représentants des langages abstraits, purs, lyriques et autres, avec Anna Eva Bergman, Charlotte Gottfarb, Louise Nevelson ou encore Aurélie Nemours. L'on croise par ailleurs les noms de performeuses telles Françoise Janicot et Gina Panet, et pour finir, plusieurs noms d'artistes expérimentant de diverses manières le textile comme médium ou sujet de représentation, avec Ève Gramatzky, Pierrette Bloch ou encore Annette Messager. La multiplicité stylistique, si chère aux yeux d'Iris Clerc, retrouve encore ici un exemple de son refus d'avoir cédé à la spécialisation dans la promotion d'une expression artistique particulière. Dans une partie titrée « Le retard de la France » de son livre « Les femmes dans l'art », Marie-Jo Bonnet cite « Grande femme petit format » en l'habilitant parmi les manifestations artistiques qui ont rendu compte de la prise de conscience de la discrimination et de la non-reconnaissance des plasticiennes dans le contexte des avant-gardes en France. En effet, offrant un panorama des artistes femmes du XXe siècle, des pionnières à la jeune génération, de Sonia Delaunay à Tania Moreau, cette exposition apparaît rétrospectivement comme un acte fort et demeure, pour reprendre les auteurs de l'ouvrage Femmes artistes, artistes femmes l'évoquant, un geste précurseur, sous-entendu au sein de l'histoire de l'art. Une histoire de l'art qui lui reconnaît aujourd'hui d'être une exposition pionnière à caractère féministe organisée en France par une directrice de galerie d'art contemporain. Alors après l'inauguration de ce micro-salon 74, outre un papier de l'historien de l'art et journaliste André Fermigier, publié dans les colonnes du Monde en août 1974, sous le titre « Les Dames d'Iris Clerc », deux autres articles majeurs placent la fortune critique de grandes femmes petit format dans une perspective d'une lecture liée à une histoire féministe de l'art. La pionnière de la critique d'art féministe en France, Aline Dallier-Popper, écrit pour la revue Opus International un article au début duquel elle remarque qu'il n'y avait pas eu d'exposition réunissant uniquement des artistes femmes à Paris depuis 1937, avec la manifestation « Les femmes artistes d'Europe au jeu de paume ». Puis, après s'être attardée à commenter une sélection d'œuvres, elle conclut élogieusement en affirmant, je cite, « Quoi qu'il en soit, cette exposition vient enfin montrer que les artistes femmes existent aussi et parfois manifestement. » Le second article déterminant, paru dans le numéro de janvier-février de Art in America, est signé Linda Nochlin. La célèbre historienne de l'art américaine, qui posa au début des années 1970 la question « Pourquoi n'y-t-il pas de grands artistes femmes ?», interroge au début de son article le titre de l'exposition, en se demandant s'il peut y avoir un lien intrinsèque entre petit format et féminine style, et de considérer possiblement préjudiciable l'association artistes-femmes et œuvres de petite dimension. Finalement, elle interprète le petit format comme une expérimentation contemporaine de l'art, défiant l'idée commune que le véritable art serait dévolu uniquement à des productions de grande dimension, et place ainsi les œuvres de ces artistes femmes dans des préoccupations actuelles de l'art contemporain, avant de revenir sur plusieurs d'entre elles. L'indéniable proportion féministe de l'organisation de cette exposition
a lu plusieurs évocations d'Iris Clerc dans le cadre de l'exposition événementielle « Elle à Centre Pompidou » en 2009, avec des mentions au cours de la chronologie du catalogue d'exposition, ainsi qu'une archive vidéo diffusée sur le site internet créé en lien avec cette manifestation par le Centre Georges Pompidou en collaboration avec l'INA. Par ailleurs, l'accrochage présentait le catalogue « Grande femme, petit format », mais il est regrettable que ce petit volume soit resté refermé sur lui-même, à l'abri dans une vitrine, manquant l'occasion de faire connaître le texte de présentation de l'exposition rédigé par Iris Clerc. Si ce texte soulève indirectement des problématiques sur les significations de la liberté individuelle et de l'engagement collectif, il demeure déterminant pour appréhender les contradictions du parti pris du commissariat d'Iris Clerc. Je cite : « Je ne sais pourquoi le fait de réunir 99 femmes semble à certains un geste de libération, de mouvement de libération des femmes avec 3 majuscules. Mais je ne veux libérer personne, moi. Mais je n'ai pas besoin d'être libérée. Je suis libre. Et comme je suis libre, je refuse les majuscules et les mouvements. Au fond, je suis plutôt misogyne, c'est un fait. Les femmes qui se prennent pour des femmes m'embêtent. Comme je n'ai pas de principe, et comme j'ai trouvé 99 femmes que j'aime bien, il m'a paru intéressant de les voir exposer ensemble. Ces 99 femmes-là existaient déjà, chacune, séparément, individuellement, librement. Ne cherchez ici ni paternalisme, ni sexisme, ni problème. Vous trouverez 99 passionnants petits formats, la 100e, Iris Clerc. Alors l'historienne de l'art Fabienne Dumont reste perplexe à la lecture de ces lignes, puisque si dans son acte l'exposition s'inscrit significativement dans une histoire de l'art féministe, elle s'en éloigne paradoxalement à l'aune de son discours, qui refuse la possibilité d'une telle association, préférant le registre de l'ironie et de se camoufler sous couvert de misogynie. Iris Clerc affirme une nouvelle fois l'esprit individuel et libre qui constituait son être. Elle clame d'une certaine manière que non sans dénaturer ses convictions, elle œuvre en faveur des femmes, à travers les femmes, en tant qu'individus, en prenant toutefois le soin d'éviter toutes sortes d'assimilation de son exposition à un groupe, et plus particulièrement du MLF, auquel elle fait explicitement référence en écrivant « de mouvement de libération des femmes avec 3 majuscules ». Iris Clerc ne supporte visiblement pas les participantes de ce groupe, au point de décrire dans son autobiographie la perceptrice des impôts l'ayant au début des années 60 soumise à une saisie conservatoire en ces mots : « Cette femme qui aujourd'hui aurait pu faire partie du MLF est impitoyable. » Alors de telles considérations dérangent et ne correspondent pas à celles attendues de la part d'une femme qui participe, malgré elle, au moment historique que représentent les années 70 et où le champ artistique croise le mouvement de libération des femmes et s'en inspire. Pour conclure, Grande femme, petit format se révèle être, dans son acte, un modeste jalon de l'histoire d'un féminisme artistique en France, tout en révélant, à travers son discours, les postures paradoxales d'Iris Clerc. Celle-ci, 3 ans avant l'organisation de cette exposition, allant à l'encontre de certains de ses principes les plus chers, avait pourtant apposé sans hésitation sa signature sur le manifeste « Je me suis fait avorter ». Mais Grande femme, petit format signe un autre événement important dans la carrière et l'implication d'Iris Clerc envers les artistes femmes, puisque c'est probablement par l'intermédiaire de cette exposition qu'elle fait la rencontre de Christiane de Casterras. Cette dernière, élue présidente de l'Union des femmes peintres et sculpteurs en 1975, invite la galeriste à être l'un des membres du jury d'organisation du 91e Salon. Puis, les collaborations entre les 2 femmes s'affirment dans le cadre de dialogues. Fondé par Christiane de Casterras et André Marquet, ce groupe propose des manifestations annuelles titrées Fémini, se destinant à promouvoir des œuvres d'artistes femmes.
C'est en reconnaissance du soutien d'Iris Clair à Fémini Dialogue que ce groupe réalise un hommage à la galeriste au Grand Palais en 1988. Il se profile à travers l'amitié qui relie l'artiste Christiane de Casteras et la galeriste Iris Clair, un réseau féminin aussi informel qu'efficace. Ce dernier participe d'une réévaluation du soutien et des collaborations qu'Iris Clair réalisa en faveur des femmes artistes, tout en permettant de démontrer qu'à partir des années 70, elle s'ingénie à rendre plus visible cet aspect de son histoire, qui est un sujet que j'ai traité dans un article qui a été paru suite à une journée d'études sur les réseaux féminins organisés à l'Université de Bourgogne par Valérie Dupont et Marianne Camus dans le cadre de création au féminin et qui traitait des réseaux et des territoires d'artistes femmes. À l'aune de ces éléments de conclusion et en guise d'ouverture sur la communication suivante, il convient de citer le texte qu'Iris Clair rédigea pour le catalogue de l'exposition du 91e Salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs de 1975. Titré La Grande Relève, il révèle la femme paradoxale au féminisme marginal et non déclaré, qui, empruntant la voix d'une prophétesse éclairée, déclare tempétueusement, je cite, « Nous sommes à la fin de l'ère des poissons, à l'aube de l'ère du Verseau. À chaque fin de cycle, l'humanité se féminise et, de ce fait, la femme prend la relève. La femme veut son autonomie, elle s'affirme de plus en plus, qu'elle soit artiste, écrivain, ministre, chef d'entreprise ou chef d'État. Il est temps, messieurs, que vous preniez conscience de ce revirement. Ne récriminez pas, il faut accepter le joug implacable des forces cosmiques. De toute façon, l'égalité, ça n'existe pas. » Iris Clair. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Outre quel est le signe? Oui, est-ce qu'elle a suivi la carrière de ces artistes après s'il y a des lettres? Est-ce qu'elle les a suivis dans tout cas? Alors en fait, je vais essayer d'être bref parce que je peux être long sur ce genre de questions. Iris Clair est restée toute sa vie une découvreuse. Elle a voulu rester une découvreuse. Elle n'a jamais réussi à rentrer dans des logiques marchandes. Elle a toute sa vie eu des problèmes financiers. Et donc ces artistes faisaient une, deux expositions, parfois trois. Mais après ça devenait compliqué, puisque elle n'avait pas les moyens financiers qui lui permettaient de garder ses artistes. Et puis, elle oubliait parfois, à des moments de sa carrière, de payer ses artistes. Mais j'en ai rencontré nombreux d'entre eux, et ce qui est intéressant, c'est que très peu lui en ont tenu rigueur, puisque être exposé chez Iris Clair, c'était le gage d'avoir une reconnaissance dans le monde de l'art. Donc, voilà, c'était quelque chose qui a été de plus en plus connu dans le milieu. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été le cas, hein, bien entendu, mais c'est un de ces aspects. Et c'est pourquoi il y a une grande diversité d'artistes hein, qu'elle va exposer, et qui s'ajoute aussi à vraiment cette volonté de ne pas se spécialiser dans une orientation artistique particulière. Elle est à la préhistoire du nouveau réalisme, mais elle n'a pas exposé que les nouveaux réalistes, en fait. Voilà, j'espère que je réponds en gros à votre question. Et dans l'histoire de sa galerie, en dehors de l'exposition, est-ce que vous avez fait un pourcentage pour savoir si elle représentait autant de femmes que d'hommes? Ah non, alors, alors elle est très très peu d'artistes femmes. Ça se compte sur les doigts de la main. Louise Barbu, Marie-Josée Servant, Eve Gramatzky, Helga Hansen et Yolande Fièvre, pour des expositions individuelles. Okay. Très peu. Mais c'est d'ailleurs, hein, pour faire un lien aussi dans ce qui se passe dans les autres galeries, c'est entre guillemets un peu une posture partagée par ces galeristes femmes qui, bien que, en tout cas pour moi, je me suis beaucoup intéressée sur les galeries des avant-gardes parisiennes, ont révélé un grand nombre d'artistes, mais ne se sont pas illustrés dans la promotion particulièrement d'artistes femmes.
avec d'ailleurs toujours des discours aussi paradoxaux que celui d'Iris Clair dans son texte. Je vous invite à lire les entretiens de Denise René, qui avaient été publiés, des entretiens qui avaient été menés par Catherine Millet, où elle parle, parce que c'est quelqu'un qui était engagé d'un point de vue politique, mais qui ne s'est jamais engagé aussi dans cette question des femmes. Mais en même temps, par contre, dans leur profession, elles représentent bien quand même des femmes qui ont réussi à vivre dans le monde de l'art et qui, à mon avis, se sont qui ont été plus ou moins, entre guillemets, plus acceptées en tant que galeriste plus qu'en tant qu'artiste, pour le coup. Parce qu'elles gardaient un peu cette image des protectrices des arts, des messagères. Donc, ça leur a permis aussi de s'emparer quand même de cette profession. Et toutes ces artistes, elle les a rencontrées bien avant Ou elle les a rencontrées, alors, les gens qu'elle a plus particulièrement dans les années 70 qu'on voit arriver des artistes femmes dans ces galeries. Mais toutes ces artistes-là qu'elle a rencontrées... Ah, pour Grande Femme Petit Format, pardon. C'était quand même 99 artistes, il fallait les trouver. Oui, alors c'est des artistes qu'elle connaissait. C'est une époque où elle était déjà très installée dans le monde de l'art. Et c'est une démarche qu'elle avait déjà eue pour son micro-salon de 1957. Vous avez vu le carton de 58, elle en a fait plein. C'était par exemple en réaction au salon de mai. C'est pour elle le micro-salon d'avril. Et il y avait déjà quelques artistes femmes dans ces micro-salons. Donc elle a fait jouer ses réseaux pour arriver à avoir ses œuvres et faire des commandes quand même. Parce que là, elle se place aussi un peu en commissaire et elle fait commande d'œuvres de petit format. Et on sait pourquoi elle a choisi de faire cette exposition sur que des femmes. Est-ce qu'elle s'exprimait précisément là-dessus, à part hormis ce texte de présentation, non, je ne sais pas c'était parce que c'était d'autres... c'était sous le monde, enfin, c'était dans le vent, donc comme elle était toujours dans le vent. Elle me pose encore question. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de mai 68 en ce moment. Dans son autobiographie, Iris Clair raconte qu'en 68, elle part avec un monochrome bleu d'Yves Klein pour représenter le mouvement de l'espace au milieu des étudiants, etc. Mais à côté de ça, j'ai rencontré son fils qui m'a expliqué qu'elle a aussi défilé dans les manifestations qui soutenaient le général de Gaulle, parce que c'est une femme aussi qui a fréquenté les milieux de la résistance, donc je ne peux pas développer le... Mais donc il y a une posture paradoxale. Par contre, pour Grande Femme Petit Format, et c'est pourquoi je voulais absolument le signaler avant, elle signe le manifeste « Je me suis fait avorter ». Et pour elle, c'est un acte fort, ça j'en suis convaincue. Donc voilà, ça reste encore une question un peu ouverte. Oui. J'ai des questions. Comment ont été les réactions de la MLF? Est-ce qu'il y a eu des retours de ça, justement pour Je n'ai rien retrouvé sur... Non, est-ce qu'il y a eu des artistes, parce qu'elle prend quand même position dans cette introduction, est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont par exemple refusé de faire partie de cette exposition des 99 femmes, ou est-ce que vous pouvez tout simplement pas se permettre de refuser d'être exposé par elle? Je ne peux malheureusement pas vous répondre. Non, d'accord, pour le coup, je n'ai pas retrouvé des choses qui vont dans ce sens. J'estime qu'on peut supposer que c'est aussi pour des raisons financières, parce que les petits formats sont vendus véritablement moins cher que les grands. Alors non, vraiment cette question des petits formats, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une marque, une identité d'Iris Clair qu'elle inaugure en 1957. Pour elle, c'est vraiment la volonté de réunir un maximum de personnes pour montrer un grand nombre d'orientations stylistiques. Et ces micro-salons, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle les organise souvent en réaction à chaque fois. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'événement auquel elle aurait pu... Ou l'exposition 72, il n'y avait pas de femmes. Elle en a fait plusieurs. Oui. Dans sa carrière, alors pas uniquement consacrée à des artistes femmes, mais tout au long de sa carrière, elle a organisé comme ça des micro-salons. Et pour elle, c'était très pratique, puisque j'ai évoqué qu'elle va exposer dans une chambre d'hôtel. Elle est aux États-Unis, elle n'a plus d'argent pour payer son train, c'est ce qu'elle raconte dans son autobiographie. En tout cas, elle organise un accrochage sauvage dans son hôtel.
Et ce qui est bien, c'est pour passer les douanes, etc., c'est très pratique pour elle. Elle met ça dans une petite valise et elle passe avec. Donc c'est pour elle vraiment une vraie signature aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que bon, le fait d'associer ces petits formats aux artistes féminines, bon, c'est peut-être fortuit dans l'idée d'Iris Clair, mais il y a une tradition, enfin, au XVIIe, XVIIIe siècle, les femmes étaient interdites de peinture d'histoire, parce qu'elles étaient interdites de représentation des nus, tant masculins que féminins. Et elles étaient cantonnées dans les ateliers aux têtes, aux mains et aux pieds. Donc il y avait cette tradition de la miniature portrait. Oui, non, mais oui, ça s'inscrit aussi. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup et ça fait une introduction parfaite.